La correction de l'examen proposé à la filière PC et SVT pour l'année 2024. Donc l'exercice numéro 2, elle porte sur une propagation d'un signal à la surface de l'eau. Donc on se propose dans cet exercice d'étudier la propagation d'un signal mécanique à la surface de l'eau. Un caillou jeté en un point haut dans une cuve contenant de l'eau de profondeur H provoque la formation d'une onde circulaire qui se propage à la surface de l'eau. Donc la figure ci-dessous. Donc choisir la proposition juste parmi les propositions suivantes. Donc on a 4 propositions, une qui est juste. Donc, vu que on sait que, d'après le cours, que la célérité dans un milieu dispersif, elle ne dépend que de la fréquence. Et on sait que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Autrement dit, donc, la célérité dans un milieu dispersif, elle dépend de la période T. D'où il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Donc la figure suivante donne l'aspect de la surface de l'eau à deux instants T1 et T2. Donc on a des rides circulaires autour du point O. Donc à l'instant T égale à 0, le R égale à 0. Et à l'instant T1, on a R1 égale à 14 cm. Et à l'instant T2 qui est égal à T1 plus 1,5, on a R2 égal à 56 cm. Donc on veut déterminer la valeur de la célérité de l'onde. Donc la vitesse, c'est tout simplement la variation des rides en fonction du temps. C'est-à-dire on a deux rides R2 et R1 à l'instant T1 et T2, donc on va faire tout simplement delta R, c'est R2 moins R1 sur T2 moins T1. Donc c'est-à-dire c'est 56 moins 14, 10 moins 2, puisque le R1 et le R2 il est donné en centimètres, on va la convertir en mètres, sur T1 plus 1,5 moins T1. On simplifie par T1, elle reste 42, 10 moins 2 sur 1,5. Et 1,5, c'est 3 demi. Donc, on va multiplier par l'inverse. On va trouver que V, elle est égale à 2 fois 42 sur 3, c'est-à-dire 2 fois 14, 10 moins 2, qui est égal à 28, 10 moins 2, qui est égal à 0,28 mètres par seconde. Ainsi, donc, V est égal à 0,28 mètres par seconde. Donc, la question de 2, on déduire la valeur de l'instant T2. Donc, puisque la vitesse est égale à une constante, 0,28, et elle ne dépend que de la fréquence, et on va rester dans la même manipulation, c'est-à-dire qu'on a R1 est égal à V fois T1. Autrement dit, T1 est égal à R1 sur V1. Comme R2 est égal à V fois T2. Mais tout simplement, on va commencer par T1 pour
Lorsqu'on va trouver T1, on va la remplacer ici pour trouver T2. Donc, on a T1 est égal à R1 sur V1, c'est-à-dire 14 10 moins 2 sur 28 10 moins 2. On simplifie ici, elle reste 14 sur 28, c'est 1 demi. Et 1 demi, c'est 0,5 secondes. Ainsi donc, T2 qui est égal à T1 plus 1,5 est égal à 2 secondes. La question numéro 3, on peut estimer la célérité V de l'onde qui se propage à la surface de l'eau par la relation V est égale racine carrée de GH, avec G à peu près égal à 10, et H, c'est la profondeur de l'eau. Donc, en utilisant les équations aux dimensions, vérifie l'homogénéité de la relation. Est-ce que cette relation est homogène ou bien non? Donc, on a V égale racine carrée de GH. Donc, la dimension de V, c'est mètres par seconde. La dimension de G, c'est mètres par seconde carré. La dimension de H, c'est le mètre. D'où, donc, l'unité de V, c'est le mètre par seconde. L'unité de G, c'est mètre par seconde carré. L'unité de H, c'est le mètre. Donc, l'unité de produit GH, c'est mètre sur seconde carré fois mètre, c'est-à-dire mètre carré sur seconde carré, c'est-à-dire mètre sur seconde, le tout au carré. Donc, l'unité de racine de GH, c'est la racine de M sur S au carré. Donc, il reste M sur S. Et M sur le mètre sur seconde, c'est l'unité de V. Donc, ainsi, donc, on a la dimension de cette équation, elle est vérifiée. Donc, 3.2, calculer H, donc la profondeur de l'eau. Donc, tout simplement, puisqu'on a la relation V égale racine carrée de GH, on va prendre donc le G à peu près égal à 10. On a V égal à 0,28. Donc, on a V égale racine carrée de GH, c'est-à-dire que GH est égal à V au carré, c'est-à-dire que H est égal à V au carré sur G. On va trouver qu'il est à peu près égal à 0,8 cm. L'exercice numéro 3. Donc la curithérapie est une technique qui consiste à traiter les tumeurs cancéreuses par insertion d'une source radioactive à proximité des tumeurs. L'un des éléments radioactifs utilisés pour cette technique est l'iridium IR, qui a 77 pour Z et pour A 192. La source radioactive émet des rayons qui détruisent les cellules tumorales
qu'elle traverse. Lors du traitement d'un tumeur, l'iridium-192 donne essentiellement par intégration un noyau de platine qui a pour Z 78 et pour A 192. Et elle donne une particule chargée avec émission d'un rayonnement gamma. Donc on donne la demi-vie de l'iridium 192, donc T1,5 est égal à 74 jours, c'est-à-dire 6,3936 10 à la puissance 5 secondes. Donc la question numéro 1, c'est déterminer la composition du noyau de l'iridium 77-192, c'est-à-dire trouver le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc, on a l'iridium, ça s'écrit 77 comme Z et A 192. C'est-à-dire que Z de IR c'est 70 et que A de IR c'est 192. Donc la composition de l'iradium 77-192 est Z égale 77 protons et le neutron c'est le A moins Z. C'est-à-dire c'est 192 moins 77 est égal à 115 neutrons. Donc ainsi, la composition de l'iridium 77-192, c'est Z égale à 77 et N est égal à 115. Deuxièmement, écrire l'équation de désintégration de l'iridium 192 en précisant le type de désintégration. Donc d'après l'énoncé, on a l'iridium 177-192 dont essentiellement par désintégration un noyau de platine P de T 78-192 et une particule chargée avec émission d'un rayonnement gamma. C'est-à-dire que l'équation, c'est IR 77-192 est égal à la platine 78-192 plus un corps chimique qui a A pour Z et qui a B pour A plus gamma, le rayonnement gamma. Donc d'après la loi de Soddy, alors il y a conservation des charges, il y a conservation de la masse. C'est-à-dire 192 est égal à 192 plus B, et 77 est égal à 78 plus A. Autrement dit, donc B est égal à 0, et A est égal à 77 moins 78 est égal à moins 1. D'où l'atome cherché, c'est E 0 moins 1. Donc ça, c'est bêta moins. Donc la désintégration, elle est de type bêta moins avec émission de gamma. Donc le gamma, elle vient d'où? Tout simplement lorsque l'iridium 77-192, c'est un élément radioactif. Elle donne quelque chose qui est instable, qui est le platine qui est instable. Pour que le platine trouve sa stabilité, elle va émettre un rayonnement gamma. Donc voici l'équation de la désintégration de l'iridium. On suppose que le corps humain ne contient pas initialement de l'iradium. À la date T égale à 0, on implante à un patient un fil métallique contenant une source d'iridium 192. L'activité de source à cette date, c'est-à-dire à la date T égale à 0,
et A0 est égal à 1,08 10 à la puissance moins 2 becquerel. Calculer le N0, c'est-à-dire le nombre de noyaux d'iridium 192 se trouvant dans cette source à t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, quel est le nombre de noyaux d'iridium 192 présentant à la date t égale à 0. Donc on sait que A de t égale à 0, c'est A0 est égal à 1,08 10 à la puissance moins 2 becquerel. Et on a la relation A de t est égal à lambda n de t. Et on a n de t est égal à 1,0 E moins lambda t. Donc à l'instant t égale à t1 demi, alors le n de t1 demi c'est 1,0 sur 2. Donc on aura donc 1,0 sur 2 est égal à 1,0 E moins lambda t1 demi. On simplifie par 1,0, il reste E moins lambda t1 demi est égal à 1 demi, donc on va passer par ln. On va trouver que lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi. Donc on va la remplacer ici. Donc on a AT0, c'est A0 qui est égal à lambda N0. Donc c'est-à-dire que lambda est égal à ln de 2 sur t1 demi fois N0. C'est-à-dire que N0 est égal à t1 demi fois A0 sur ln de 2. Et comme t1 demi, donc ça c'est donné ici 6,3936 10 à la puissance 3 secondes. Donc on peut remplacer les valeurs, c'est-à-dire ln de 2, elle est égale à 0,7 et A0 est égal à 1,08 10 moins 2. Donc application numérique, il va nous donner 1,0 à peu près égal à 10 à la puissance 5, sans unité parce que ça c'est un nombre. Déterminer ND, le nombre d'iridium 192 désintégrés. C'est le nombre désintégrés, D, au bout de 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire delta t est égal à 730 jours. Puis commenter le résultat obtenu. Donc donner le ND, c'est-à-dire le nombre de l'iridium 192 désintégrés au bout de 2 ans. Donc le nombre de noyaux de l'iridium 177 192 désintégrés au bout de 2 ans, qui est équivalent à 730 jours, nota n d'indice D, c'est N0, c'est le nombre initial, moins le nombre désintégré, moins N0, E moins lambda T. Donc on va mettre 1,0 en facteur, donc il reste 1 moins E moins lambda T. C'est-à-dire est égal à N0 facteur de 1 moins lambda c'est ln de 2 sur t1 demi. Donc on a t1 demi est égal à 74 jours. Donc ça c'est l'énoncé. Et on veut calculer nd au bout de 730 jours. Donc on va remplacer t1 demi par 74 jours et t par 730 jours. Donc on aura donc n de d est égal à 1,0 facteur de 1 moins ln de 2 sur 74 qui divise 730. C'est l'inverse ici. Donc c'est T, c'est 730 sur 74. Qui est à peu près égal à 10 à la puissance 5. C'est-à-dire que ND est à peu près égal à N0.
Donc on va trouver que le n désintégré est égal à peu près à le n0. Autrement dit, c'est-à-dire ce terme-là, il est négligeable. Il est très petit devant ce terme-là. Donc ainsi, on déduit que la désintégration de l'iradium 77-192 est presque totale. C'est-à-dire que tout l'iradium 77-192 a été désintégré et il ne reste plus rien comme résidu. L'exercice numéro 4. Dans les circuits électriques, une bobine peut se comporter comme conducteur ohmique ou différemment selon le type du courant électrique utilisé et les condensateurs peuvent stocker de l'énergie et la restituer en cas de besoin. On se propose dans cet exercice d'étudier la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL, la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc premièrement, la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL. Donc le circuit électrique de la figure 1 comporte un condensateur C, une bobine B et une résistance variable. Un interrupteur K. Donc le condensateur est initialement, donc ça il est chargé à partir d'une source de tension. Donc on ajuste la valeur de R jusqu'à ce que on trouve une valeur R0. On ferme le K, on enregistre le diagramme suivant. Donc ça c'est la tension au bord du condensateur au fil du temps. La question 1.1 expliquait du point de vue énergétique l'amortissement observé des oscillations dans le circuit. Donc on voit des amortissements. Donc c'est-à-dire que l'amplitude a diminué. Donc elle diminue. Donc voici le schéma. Donc on a un condensateur, on a une résistance variable et on a une bobine. Le condensateur, elle est chargé. Donc, ça, ce sont les données. Donc, du point de vue énergétique, on voit que le régime est pseudo-périodique. Donc, il est pseudo-périodique, ce n'est pas périodique. L'amortissement des oscillations est dû à une perte d'énergie. Donc, c'est une perte d'énergie dans la bobine et la résistance ohmique. C'est une perte d'énergie dans la bobine et la résistance ohmique, car la bobine, elle peut être comportée comme une résistance ohmique selon
le courant, comme c'était décrit ici. Donc, la bobine, la bobine peut se comporter comme un conducteur ohmique. Donc, selon le type de courant électrique. Donc ici, il y a de l'énergie qui est dissipée puisque l'amplitude a été diminuée. Donc, il y a dissipation de l'énergie dans la résistance et dans la bobine. Établir l'équation différentielle est vérifiée par la tension UC de T aux bornes du condensateur. Donc ça, c'est la question 1-2. Donc voici le schéma. Donc on a fermé l'interrupteur. Donc le courant, elle passe dans cette maille. Donc, d'après la loi d'addition des tensions, on a UC plus UR plus UL égale à 0. Donc on a UR de T égale à R0 I de T. Et on a UL de T égale à RI de T plus L D de I sur D de T. Et on a Q de T égale à CUC de T. C'est-à-dire on va la dériver. Donc la dérivée de DQ de T, c'est I de T, qui est égale à C DUC sur DT. Et la dérivée de DIT par rapport à temps est égale à C, la dérivée 2 fois de UC de T par rapport à T. Donc on va regrouper tout ça. On va la remplacer dans cette équation-là. C'est-à-dire UC de T, on va la garder. UR de T, on va la remplacer par R0 I de T. UL de T, on va la remplacer par RI de T plus L D de I sur DT. Puis on va la remplacer I de T par C DUC sur DT. Et D de I de T sur DT, on va la remplacer par C D au carré de UC de T sur DT au carré. Donc on aura cette équation-là. On va regrouper les termes, c'est-à-dire on a ce terme-là, il est unique. Ce terme-là, il est unique. Et ce terme-là, on va mettre en facteur DUC, sur D de T. Donc, tout simplement, donc, on va diviser par LC. On va trouver cette équation-là. Donc, voici l'équation qui vérifie par UC de T. Autrement dit, donc, UC de T, c'est la variable ici. Donc, ça, c'est l'équation qui régit le système étudié. La question 1.3 indiquée en justifiant dans quel dipôle est principalement emmagasinée l'énergie totale de l'oscillateur à l'instant T1 et à l'instant T2. Donc ça c'est l'instant T1, ça c'est l'instant T2. Donc on voit que à l'instant T1, U de C est égal à 0. Et à l'instant T2, U de C est à peu près égal à, puisque ça c'est moins, donc ça c'est 2. 2, ça c'est 4. C'est 4,4, puisque chaque
chaque intervalle et représente 0,4. 0,4, 8, 12, 16, 20. Donc ça c'est à peu près, ici c'est ça c'est moins 4,4. Est-ce que ça c'est 0,4? Donc, on a l'énergie totale du circuit RLC en série est donnée par E de T est égal à EM, c'est-à-dire l'énergie emmagasinée dans la bobine, plus l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. C'est-à-dire c'est 1 demi LI au carré plus 1 demi CUC au carré. À l'instant T est égal à T1, on a UC de T1 égal à 0. Donc, toute l'énergie elle est devenue énergie magnétique. C'est-à-dire que O de T est égal à 1 demi LI au carré. Donc l'énergie totale est emmagasinée dans la bobine LR. Donc à l'instant T1, l'énergie totale, c'est celui qui est emmagasiné dans la bobine. À l'instant T est égal à T2, on a UC est égal à UC min qui est égal à moins 4,4. À l'instant T2, c'est ici. Donc, puisque UC est égal à une constante et que I de T est égal à la dérivée, c'est-à-dire que I de T est égal à 0. Donc, ça égale à 0. Donc, l'énergie totale, elle est égale à celui de condensateur. Donc, l'énergie totale de l'oscillation est emmagasinée dans le condensateur C. Donc, à l'instant T2, E de T est égal à celui emmagasiné dans le condensateur. Et à l'instant T1, l'énergie totale est celui emmagasiné dans la bobine. Calculer EJ, qui est égal à delta de ET. L'énergie dissipée par effet, donc c'est l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants T égale à 0 et T égale à T2. Entre 0 et T2. Donc on a E Joule, c'est la valeur absolue de delta ET entre les instants T2 et T0. Or, E de T2, on vient de trouver qu'il est égal à 1 demi CUC min au carré. C'est-à-dire c'est 1 demi C moins 4,4 au carré. Et ET à T égale à 0, donc à T égale à 0, on a cette valeur-là, qui est égale à 6. Ça c'est 2, 4, 6. Donc ça c'est 6. Donc ça c'est 2, 4, 6. Donc ça c'est 1 demi C 6 au carré. Donc EG est égal à, donc la différence des deux, c'est-à-dire 1 demi, on a C est égal à 0,22 nanofarad, c'est-à-dire 0,22 10 à la puissance moins 9 farad, qui multiplie 6 au carré moins 4,4 au carré. Donc ça, c'est du calcul tout simplement. Donc on va trouver que
Elle est de l'ordre de 1,83 10 à la puissance moins 9 joules. Donc ça dit qu'elle est très faible. Donc on passe à la question 2. C'est la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc voici un générateur de force électromotrice E. On a un interrupteur, on a une résistance et on a une bobine. Donc on réalise le circuit schématisé de la figure 3. Donc en utilisant le générateur de tension de force électromotrice E est égal à 6 volts, la bobine D et le conducteur ohmique de résistance R ajustable et l'interrupteur K. Donc on ajuste la valeur de R jusqu'à la valeur R1. Donc R elle est égale à R1. Et on ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0. Donc en appliquant la loi d'addition des tensions, montrer que la relation de la variation du courant principal, elle est de cette allure. Donc on ferme l'interrupteur. Donc le courant, elle passe dans cette maille. Donc, d'après la loi d'addition des tensions, alors on a E, la tension aux bornes du générateur, est égale à la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la bobine. C'est-à-dire UR de T, c'est R1 I de T, et UL de T est égal à RI de T plus L DI sur DT. Donc, cela nous donne que L DI sur DT est égal à E moins R1 I de T moins R I de T, c'est-à-dire CE moins R plus R1 facteur de I de T. On va diviser par L, donc D de IT sur DT est égal à moins R plus R1 sur L I de T plus E sur L. Donc voici l'équation de ce circuit. Donc la question 2.2, la courbe de la figure 4 représente les variations de DI sur DT par rapport au courant I. On sait donc de ce graphe-là, vérifier que la valeur de L est égale à 2 millihenry. Donc ça c'est 2, 4, ça c'est 2,
Ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est 6. Ça c'est 1, 2, ça c'est 3. Donc, on voit que la courbe DI sur DT, qui est égale en fonction de FI de T, est une droite. Donc ça, c'est une droite de pente négative. Donc, soit D de I sur DT est égal à A qui multiplie I de T plus B. Avec A et B, ce sont des constantes à déterminer. Alors, pour I égale à 0, donc lorsque I égale à 0, DI sur DT est égal à 3. Donc DI sur DT est égal à 3. Et pour I est égal à 6, 10 moins 3. Pour I est égal à 6, 10 moins 3, puisque ça c'est milliampères. Donc pour I est égal à 6, 10 moins 3 ampères, alors DI sur DT est égal à 0. Donc ça est égal à 0. Donc, tout simplement, donc on va la remplacer ici. Donc, on a A fois 0 plus B est égal à 3, 10 à la puissance 3. Et on a 6, 10 moins 3 fois A plus B est égal à 0. Donc on va tirer le B, donc B est égal à 3, 10 à la puissance 3. Et le A est égal à moins B sur 6, 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire c'est 3 sur 6, c'est 1 demi. C'est moins 1 demi, 10 à la puissance 6. Et moins 1 demi, c'est 0,5. 10 à la puissance 6, c'est-à-dire c'est moins 5, 10 à la puissance 5. D'où D de I sur DT est égal à moins 5, 10 à la puissance 5 I de T plus 3, 10 à la puissance 3. Ampères par seconde. Donc on a ainsi deux expressions. On a l'expression trouvée précédemment, c'est-à-dire celle-là, et on a l'équation qu'on vient de trouver à partir de la courbe. Donc on a cette équation et on a cette équation. C'est-à-dire que les deux équations sont égales. C'est-à-dire que ce terme-là est égal à ce terme-là. Autrement dit, donc on a, donc ça c'est le terme I de T avec I de T, ça c'est le terme constante. Donc ce qui nous intéresse dans cette question, c'est le terme constante. On a E sur L est égal à 3, qui multiplie 10 à la puissance 3. Et on a E est égal à 6 volts. Donc, on a E sur L est égal à 3, 10 à la puissance 3, et E égale à 6 volts, c'est-à-dire que L est égal à E sur 3, 10 à la puissance 3 est égal à 2, 10 moins 3, c'est-à-dire est égal à 2, ça c'est donc est égal à 2, 10 moins 3 Henry, qui est égal à 2 milli-Henry. Déterminer la valeur de la constante tau du circuit RL. Donc ça c'est facile, donc on a tau est égal à L sur petit r plus R1. C'est-à-dire C1 sur petit r plus R1 sur L. Or, ce terme-là, par comparaison
des deux relations ici, on voit que ce terme-là, il est égal à 5, 10 à la puissance 5. Donc, est égal à 5, 10 à la puissance 5, d'où ça c'est 1 sur tau. Donc, 1 sur tau est égal à 5, 10 à la puissance 5. Donc, d'où tau est égal à 1 sur 5, 10 à la puissance 5, qui est égal à 0,2, 10 à la puissance moins 5, qui est égal à 2, 10 moins 6 secondes, qui est égal à 2 microsecondes. L'exercice 5, elle est formé de deux parties, la partie 1 et la partie 2. Donc la partie 1, chute verticale d'une bille dans un liquide. Donc on a une bille qu'on va la jeter dans un liquide visqueux. C'est-à-dire que lorsqu'on jette la bille, elle doit être soumise, en plus de son poids, à une force qui s'appelle force d'Archimède, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire c'est elle qui s'oppose au mouvement, et il y a encore la force de frottement due au liquide dans lequel elle se trouve la bille. Donc, on a les forces, donc la force de frottement de fluide, elle est donnée par cette expression, la force d'Archimède, ou bien la poussée d'Archimède, elle est donnée par cette relation, et on connaît le poids qui est égal au produit de M fois G. Ça, ce sont les données. Donc, on a la masse de la bille et on a sa masse volumique. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton à la bille, montrer que la vitesse Vz, c'est-à-dire la vitesse de la bille sur l'axe Z, obéit à cette équation, c'est-à-dire que d de v de z sur d de t plus v de z sur tau est égal à g facteur de 1 moins rho L sur rho B. Avec tau, c'est le temps caractéristique du mouvement de la bille S. Donc voici le schéma concret. Donc on a la bille, il est soumis à son poids P et le de force qui s'oppose au mouvement. Donc ça c'est F qui est égal à moins nu V, avec V c'est Vz fois K, selon K, et on a la force de la poussée d'Archimède, c'est moins rho L, V de B qui multiplie le vecteur G. Donc V de B, c'est le volume de la bille. C'est le volume de la bille dans le liquide, et rho B, c'est la masse volumique de la bille, et V, donc, et la masse MB, c'est la masse de la bille. Donc on a rho B, elle est donnée par 5,526 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. Donc on applique
Donc ça, ce sont les données. Tout simplement, on va s'inspirer que la masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc c'est-à-dire que c'est l'inverse. Donc le volume sur la masse est égal à 1 sur la masse volumique. Parce que cette relation, on va utiliser. Donc on a la masse est égale à 5 grammes, c'est-à-dire 5 10 à la puissance moins 3 kg. Pour appliquer la deuxième loi de Newton, ou bien le principe fondamental de la dynamique dans un repère supposé galiléen. Donc on a la somme des forces extérieures est égale à le produit de la masse fois l'accélération du centre d'inertie. Donc on a P plus F est égal à MB à G. Donc AG, c'est la dérivée de V selon Z par rapport à T. Donc, on a cette équation-là. Donc, on va tout simplement faire la projection sur l'axe OZ. Donc, sur l'axe OZ, donc P, il est positif, les autres sont négatifs. Puisqu'il s'oppose au mouvement. Donc, on aura donc MB G moins rho L VB G moins nu VZK est égal à MB dV par rapport à Z de K. Donc on enlève les vecteurs, il reste MBG moins rho L VBG moins nu VZ est égal à MB D de VZ sur D de T. Donc on divise par MB, donc il reste G moins rho L VB sur MBG moins nu sur MB VZ est égal à DVZ sur D de T. Or, VB sur MB est égal à 1 sur rho B. Et nu sur MB est égal à 1 sur la constante du temps. Donc ainsi, cette équation, elle devient tout simplement G moins rho L qui multiplie 1 sur rho B, G moins 1 sur taux VZ est égal à dVZ sur dt, c'est-à-dire on va regrouper les termes, c'est-à-dire ça, elle reste. On va tout simplement mettre ici un G en facteur. Puis, on va trouver que l'équation, c'est dVz sur dt plus 1 sur taux v de z plus g, facteur de 1 moins. Donc, on va trouver donc que dVz sur dt plus 1 sur taux v de z est égal à g, facteur de 1 moins rho L sur rho B. Donc, voici l'équation vérifiée par Vz. L'exploitation d'un non-enregistrement vidéo du mouvement de G du centre d'inertie de la vie à l'aide d'un logiciel adéquat a permis d'obtenir la courbe de la figure 2. Donc ça, elle représente l'évolution. Donc ça c'est le volume Vz en fonction du temps. Donc ça, c'est la tangente à la courbe d'abscisse T0. Donc, par exploitation de cette figure,
Donc, trouver la valeur limite VL du mouvement de G. Donc, la valeur limite, c'est la valeur dans laquelle le mouvement s'arrête. C'est-à-dire que la vitesse reste constante. Donc, on voit que l'évolution, elle part de 0, puis elle devient stagnante à ce niveau-là, qui est égal à 0,7. Ça, c'est 0,2, 0,4, 0, 0,2, 0,4, 0,6. Ça, c'est 0,7, puisque ça, c'est 0,8. Donc, 0,7. Donc, à 0,7, la vitesse devient une vitesse, donc à 0,7 mètres par seconde, la vitesse reste constante. Donc ça, on dit que ça, c'est la vitesse limite. Donc V de L est égal à 0,7 mètres par seconde. Taux, le temps caractéristique du mouvement de G. Donc le taux, c'est quoi? C'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote, ici, c'est-à-dire 0,7. Donc l'intersection, ça nous donne taux. Ici, à peu près, c'est égal à 0,1. Donc on a taux ici, c'est 0, c'est-à-dire c'est l'intersection de cette droite avec le prolongement de la tangente. Donc ce point-là, c'est à peu près 0,1 seconde. Donc taux à peu près est égal à 0,1 seconde. L'accélération à 0 du mouvement de G à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire l'accélération initiale, c'est-à-dire l'accélération initiale. Donc, on a AG à t égale à 0, c'est noté à 0. C'est delta Vz sur delta t, c'est-à-dire qu'on va prendre tout simplement, tout simplement, on va prendre les coordonnées de Vz, deux coordonnées de Vz sur les coordonnées de temps correspondant. C'est-à-dire c'est delta Vz sur delta t. Donc on va prendre par exemple le Vz limite qui a à l'instant taux pour, et l'autre c'est égal à 0. C'est-à-dire c'est Vz limite moins Vz0 sur taux moins 0. Donc Vz limite c'est 0,7 et taux est égal à 0,1. Donc on aura donc est égal à 7 mètres par seconde carré. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, tout simplement ça c'est connu. Vous pouvez prendre deux valeurs ici, la différence de deux valeurs ici sur la même différence sur l'axe du temps. Déterminer la valeur de nu et celle de ρL. Donc, on a nu sur MB est égal à 1 sur taux. Et on a taux est égal à 0,1 et on a MB est égal à 5, 10 moins 3 kg. Donc ainsi, donc nu, c'est facile. Donc on va trouver qu'il est égal à peu près 0,05 kg par seconde. Concernant le ρL, on a l'équation qui est vérifiée par la vitesse Z. Donc, tout simplement, on va prendre à l'instant t égale à 0. Donc, à l'instant t égale à 0,
Donc, on a ça, c'est A0, est égal à 7. Et on a la vitesse, puisqu'il est lancé son vitesse initiale, donc Vz à l'instant t égale à 0, égale à 0. Donc, ce terme-là, il s'élimine, ça, on va le remplacer par A0. Donc, on aura donc A0 est égal à G facteur de 1 moins ρ L sur ρ B. Donc, A0 est égal à 7 et G est égal à 10. Donc, c'est facile. Donc, on va remplacer ρ de B par sa valeur. Et après calcul, on va trouver que ρ de L est à peu près égal à 1,66 10 à la puissance 3 kg par mètre cube. La partie 2, donc c'est le mouvement d'un système mécanique. Donc on a un corps C qui se déplace sur un plan incliné d'un angle alpha sans frottement. Donc les frottements sont négligeables. On a une poulie qui tourne autour d'un axe delta. Donc elle est soumise en plus de son poids et la réaction de l'axe delta, il y a un moment couple, ou bien un couple moteur de moment M constante. Autrement dit, il y a un fil enroulé ici. Donc, ça c'est le système. Donc on a alpha, on a le moment d'inertie et on a tous les données. Donc on va étudier le mouvement de C et de C. C, ça c'est le corps, ça c'est la poulie qui a un couple moteur. Donc, l'équation horaire du mouvement du point du cylindre s'écrit. Donc, ils ont donné θ de t est égal à 20 t au carré. Donc, θ en fonction du temps. Donc, ils ont déjà donné l'équation. Donc, vérifie que l'accélération du mouvement G, c'est-à-dire AG, du corps C, elle est égale à 4 mètres par seconde carré. Vérifie que l'accélération du centre d'inertie de C, elle est égale à 4 mètres par seconde carré. Donc voici, ça c'est C, ça ce sont les forces, donc il y a le poids, il y a la réaction qui est perpendiculaire au déplacement car là les frottements sont négligeables. On a ici le poids du poulie, on a ici la réaction de l'axe, on a ici le couple moteur, on a ici le sens de la rotation, on a ici le fil inextensible et de masse négligeable qui relie la poulie au corps C. Donc ici, on a fait la projection de P. Donc P, projection selon OX, c'est moins P sinus alpha. Et selon OY, c'est moins P cosinus alpha. On a l'angle ici, c'est l'angle ici est égal à 45 degrés. On a tout ça. Donc le corps C,
Les forces applicables sur le corps C sont le poids qui est égal à mg, la réaction qu'exerce le milieu incliné sur C et qui est perpendiculaire à C car les frottements sont négligeables, et il y a la tension du fil. Donc par application, donc il y a la tension du fil. Les forces appliquées à la poulie C, c'est le poids P', la réaction, le couple moteur et la tension T'. Donc on a θ de t est égal à 20 t au carré. On sait que lorsque le corps C se déplace d'une distance x sur l'axe ou x, alors la poulie elle va tourner d'un angle θ. Donc on va enregistrer un petit déplacement ici, ça. Donc lorsque le corps C se déplace, la poulie tourne et on a ici un abscisse curviligne S de t qui est égal à R fois θ. C'est-à-dire que ce S de t c'est égal à X. C'est-à-dire que lorsque C, par exemple, elle était ici, elle devient ici. Donc, le déplacement, donc lorsqu'elle se déplace de ce point-là à ce point-là, ça c'est X. Donc, lorsqu'elle se déplace, la poulie, si elle était dans ce point-là, elle va se déplacer ici. Donc, ça, c'est S. Donc, S, c'est X. Donc, S, c'est X. Donc, on a l'accélération du centre d'inertie de C, c'est d carré x sur dt au carré. Or, x, c'est s de t, c'est-à-dire c'est d carré s de t sur dt au carré, c'est-à-dire qu'on va tout simplement dériver cette équation-là. Donc, dériver ça, c'est v20 r d sur dt au carré, t au carré. Donc, la dérivée de 2 fois 2 t au carré, ça nous donne 2. Donc, on aura donc A de G est égal à 20 fois R fois 2, c'est-à-dire 40 R. Et on a R est égal à 10 cm, c'est-à-dire 0,1 mètre. C'est-à-dire 40 fois 0,1, c'est 4 mètres par seconde carré. Déterminer la distance D parcourue par G pendant les 2 premières secondes. Donc, on a l'accélération est égale à 4, donc c'est constante. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, d'équation x est égal à 1 demi hgt au carré plus v0t plus x0. Donc, à l'instant t égale à 0, ça égale à 0, ça égale à 0. Elle reste x de t est égal à 1 demi hgt au carré. Pour t est égal à 2 secondes, alors x de t devient égal à 1 d. Donc, d c'est x, à l'instant t est égal à 2 secondes. Donc, on va remplacer ici. On va voir, donc, c'est 4 fois 4 sur 2, c'est 6 sur 2, c'est 8 mètres. Donc la distance parcourue pendant les 2 premières secondes, c'est de l'ordre de 8 mètres.
en appliquant la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique, dans le cas de la rotation du système, montre que le moment couple ou bien le moment moteur est égal à cette expression-là. Puis calculer la valeur de n. Donc, par application de la loi de Newton à C, on a P plus R plus T est égal à M à G. On la projette sur l'axe des X, on aura donc moins P sinus alpha, plus 0, car la réaction elle est perpendiculaire au déplacement en vertu que les frottements sont négligeables, plus T est égal à M à G. Donc P est égal à moins mg, donc moins mg sinus alpha plus T est égal à m à g, c'est-à-dire que T est égal à m facteur de ag plus g sinus alpha. Donc ça, c'est l'équation E. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique à la police C qui est en rotation autour de l'axe delta. Donc on a les moments. Le moment du poids P' plus le moment de la réaction R', plus le moment de T', plus le moment couple est égal à G delta θ seconde. Et comme les axes d'action de P' et de R' passent par delta, donc ça, le moment égal à 0. Il reste tout simplement le moment de M delta T', qui est égal à moins T' R, car de sens contraire du mouvement, et il reste le M. C'est-à-dire que on aura donc moins T' R plus M est égal à G delta θ seconde. C'est-à-dire que θ' est égal à M sur R moins G delta sur R θ seconde. Ça, c'est l'équation F. Donc, on a deux équations. On a l'équation E et l'équation F. Donc, vu que le fil ou bien le câble est de masse négligeable et inextensible, donc le câble ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Autrement dit, on a T qu'on vient de trouver dans l'expression E est égal à T'. Donc on a cette expression-là est égale à cette expression-là. C'est-à-dire que on a E est égal à F, c'est-à-dire que on a cela est égal à ceci. Donc après réarrangement, on va trouver que M est égal à ce terme-là. Et vu que l'accélération G est égal à R θ seconde, c'est-à-dire que θ seconde est égal à Hg sur R, on va la remplacer ici. On va trouver que M est égal à Hg sur R, facteur de G delta plus Mr au carré plus Mgr sinus alpha. Donc, une fois on trouve ça, on va la remplacer. C'est-à-dire, on a tous les termes ici. On va trouver que M est égal à 748 newtons qui multiplié le mètre.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.